He shoots it downtown for three. 90. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de 90 Passion, donc podcast indépendant créé par des Belges, plus précisément des Bruxellois, pour tout le monde. Donc aujourd'hui avec un nouveau casting hybride, moitié nouveau, moitié ancien. On va faire vite fait une présentation rapide, hein. Donc moi toujours le même, le présentateur, le meilleur, le plus beau, Liam. Je ne vais pas redire mes passions, vous les avez déjà vues dans la première émission, n'hésitez pas à aller la revoir si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vais laisser peut-être les anciens se présenter en premier, comme ça ils donneront le pas ensuite aux nouveaux. Qui veut se lancer? Le même de la première émission, Manchester United, De Gea, grand gardien. Je laisse Clyde se présenter. En rapide. Ok. On Clyde, connaît a.k.a. Clydey, a.k.a. Jeune Mamba, a.k.a. le chouchou d'Alicia Keys, tu connais. FC Barcelone depuis l'enfance. Voilà. Qui va emboîter le pas? Vas-y, je vais commencer. Jonathan, fan du Real Madrid depuis 2005, Classico gagné 4-2. Voilà, que dire de plus, on soutient, on gagne. C'est un peu notre ADN, quoi. Tonio Antoine CPL, la seule touche 100% belge de cette émission de 90 Passion. Quand même, il faut le préciser. Donc voilà, moi ça va parler Belgique, ça va parler football, ça va parler cyclisme, Remco Evenepoel, ça va parler, voilà, vous connaissez déjà. Donc voilà. Oh, mais il nous a tous éteints. On avait dit qu'il préparait. Je pense que On avait dit qu'il était calme, il est dangereux. Lui. sans plus rien dire, on va directement passer à la première rubrique, donc au Guess My Team. Le Guess My Team, il va être un peu différent de la première émission, étant donné qu'il y a déjà deux des équipes qui sont déjà passées ici. On va pas encore refaire l'historique des deux équipes, surtout que, comme vous l'avez dit à l'intro, vous êtes tous les deux pour le Real. Donc je vais pas faire deviner deux fois le Real, c'est un peu stupide. Du coup, ce qu'on va faire... Tu l'avais pas encore dit? Autant pour moi. Je suis vraiment un présentateur. On va faire quelque chose de différent. Je vais vous décrire, parce que bon, on va pas se le cacher, le Real, il est connu pour jouer des finales. Les pense gagnés que- aussi. Il est là pour jouer des finales. Je vais donc vous décrire deux finales. Vous allez devoir essayer de trouver de quelle finale je parle et de quelle année plus précisément aussi, du coup. Donc, je vais vous la décrire en fonction des joueurs sur le banc ou sur le terrain, de quelle place ils étaient au championnat. Enfin, vous allez voir, c'est assez facile. On va commencer avec la première. Cette finale concerne l'équipe du Real qui a fini 3e en Liga. Donc, si vous avez déjà des suppositions, vous pouvez y aller, hein. 2002. Dans le banc, on pouvait apercevoir Zidane comme l'un des coachs. 2014, 2014. adjoint. Voilà, qui peut un peu... Atlético premier, Barcelone deuxième. Sergio Ramos, c'était Voilà. C'est pas son club, hein. Bon, c'était... C'est pas son club, hein. Je tiens à dire. On voit l'ADN des fans de Madrid. Merci. Ok, on va passer à Ça la... prouve bien que tout le monde est fan du Real dans le monde. Oh, bien rebondi. Ok, deuxième finale. Le Real finit premier avec 15 points dans son groupe de LDC, donc de Ligue des Champions. Le Real Madrid remporte la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Benzema finit meilleur buteur du club et remporte le trophée Pichichi. 2019. Cette année, en fait. Oui, c'est cette année. Ouais, cette année. Benzema n'a jamais performé avant autant que cette année, les gars. Avant cette année, c'était vraiment cette année où il a vraiment. Non, j'aime beaucoup Karim, hein. Karim, tu connais. Mais vraiment cette année où vraiment il. Bon, Je peux pas dire qu'il a jamais performé. Non, mais autant performé que cette année. on va en Ouais, parler. T'as pas entendu la barre, Parce qu'il y j'ai avait- dit le autant, hein. Le autant, je l'ai dit, hein. On Je me souviens des années où Messi a en marqué plus reparler de buts que après. lui au Bernabeu, hein, mais bon. On va en reparler après, mais d'abord on va quand même laisser les supporters du Real parler un peu de leur passion, de pourquoi et comment ils ont commencé à aimer le Real. Je sais pas quel d'entre vous veut commencer. Moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit lors de la présentation, 2005, c'est un classico, on gagne 4-2. Il me semble que c'était but de Zidane, Ronaldo, Raoul et Owen. Et ouais, donc c'est surtout Ronaldo que j'ai kiffé, R9 pendant ce match. La hargne qu'il avait, pardon. La hargne qu'il avait pendant le match, je me souviens, ça tapait des retours défensifs de malade et tout. Bref, et aussi parce que mon père était pour le Barça à ce moment-là. Et voilà, moi je voulais être un peu contre mon père
Les enfants Du rebelles. coup, les enfants rebelles. Mais mon oncle était pour le Real. D'ailleurs, il a un bar Real Madrid FC. C'est pas une blague, Gare du Midi. La pub. Si jamais l'adresse c'est. C'est pas une blague. Non, on pourra aller regarder un classico. Il faut, c'est important. Ça dépend. L'adresse, à pied Je au t'inviterai si Gabriel, t'es sage. Tu Voilà. as rapporté un petit objet, je vois, pour Oui, présenter un peu ta passion. du Voilà. Le maillot, hein. Ah, la Après le triplé, légende. Sergio Ramos, voilà, légende du club. C'est beau que souvent sur les photos où Messi marque. Oui, c'est PSG. Oui, bon, après, tout le monde vend son âme à un moment. Hein, ça. Est-ce qu'avec le temps, ta passion pour le Real a changé? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a diminué? Il y a des moments qui ont été difficiles, forcément, hein, quand on se fait sortir contre l'Ajax, par exemple. Mais après, ouais, voilà, c'est un club qui sait rebondir, donc il n'y a pas eu vraiment de longues périodes difficiles comme certains autres clubs présents à cette table. Et voilà, c'est tout, la passion, voilà. Et juste comme ça, niveau international, quelle équipe tu supportes ou tu supporterais Ben, forcément, la Belgique, parce que voilà, ça vient de Bruxelles, ici on est belge. Mais ouais, sinon, moi j'aime le beau jeu avant tout, donc Ok. s'il y a une équipe méritante, pourquoi pas. Attends, on reviendra sur cette arme. Hein. On va revenir J'ai sur pas cette l'air arme de un dire. peu, ouais. Non, le droit de le dire. Antoine, je t'en prie. Moi, ça commence de mes premiers souvenirs quand je regardais le foot, c'était avec mon grand-père qui était fan du Real, qui me parlait des plus grands clubs et du plus grand club, ça a toujours été le cas. Il me parlait de la grande époque hongroise du Real de Madrid qui revenait de quand c'était la guerre et tout. Enfin bref, ça a toujours été le plus grand club, c'est un fait. Et l'air de rien, en vrai, moi, mes premiers souvenirs réels au niveau football, bah, ça a été les années difficiles avec un grand Barcelone. On en reviendra très certainement, hein, parce qu'à mon avis, ils ont bien étudié, ils ont dû devoir là. Les Xavi, Iniesta, Busquets, après, qui a duré 5 ans, ça va arriver. Mais en tout cas, moi, c'est mes premiers souvenirs. Mais c'est un Real qui était en difficulté et en vrai, j'ai toujours soutenu les équipes qui étaient dans le dur. Et comment ma passion pour le Real elle a autant grandi, c'est que là, j'ai vu quoi? J'ai vu la réaction du Real de Madrid qui est revenu au plus haut plan les 5 dernières années, qui a tout gagné, qui est redevenu avec un mental propre à cette équipe et des valeurs qui sont propres à cette équipe, qui représentent pour moi la beauté du sport. Et, C'est pas dur de voir Junior mettre des coups francs au tout début. C'était compliqué, donc respect. C'est pas trop. se faire éliminer par Lyon et finir à 15 points, 20 points du Barça, c'était des moments difficiles. Et ça m'a permis T'as un de- objet qui représente cette passion ou quelque chose comme ça? Un objet? Ouais, un maillot ou une écharpe. Sur moi, ouais, j'ai mon cœur. Et, Ah ouais, mais toi, vraiment, là, montre-nous un peu tes DM, toi. Toi, t'es un bandit, toi. Lui, c'est un bandit, frère. Eh non, regarde la sur ce tchatch. terrain-là. Regarde la tchatch. Est-ce que t'es vraiment... Non, respect. Il est bon, même avec l'histoire du grand-père et tout, c'était beau. Non, respect, non, il est bon. Bah ouais, sinon mes maillots ils sont restés à ma maison parce que je suis 1% antillais, j'habite dans les Antilles maintenant, donc ils sont tous aux Antilles, mais je suis venu avec un petit maillot belge, hein, comme je vous ai dit, quand même toujours représente. Mais, T'as raison. J'aime bien, Ça- un fan de Madrid que j'aime bien. on va voir si ça va durer après la fin du débat. Ta passion avec le Real, du coup, comme on t'entendait parler, n'a pas réellement changé, elle a même grandi avec le temps. Ouais, elle a clairement grandi les 5-10 dernières années avec le retour du Real au plus haut plan et au plus Ça haut a niveau. fait du bien, quoi. Clairement. Ça t'a dit, ok, Clairement, c'est bon, clairement. j'ai trouvé le bon club, quoi. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. On peut directement passer du coup à la prochaine et vraie rubrique. Donc on va passer à l'Agora. Ok, donc c'est parti pour l'Agora. On va faire un seul sujet sur l'Agora, mais un bon gros sujet puisqu'on a 2 fans du Real, un fan du Barça et un fan qui s'y connaît assez bien en Ce foot. qui n'est pas très équitable, disons-le. Oui, mais mais encore une connaissez fois, bien. on favorise Madrid. Oh là là, tu pourras encore jouer ta victime si tu veux plus tard. Alors, le Classico est-il... Modérateur. Neutre. Le sujet, on va parler... Neutre. Ouais, t'inquiète. On va parler du Classico. Est-ce que pour vous, le Classico, donc Real-Barça, hein, est-il encore le match le plus important au monde? Je sais pas qui va prendre la parole en premier. Je propose peut-être Barcelone. Non, le Classico n'est plus le match le plus important au monde et depuis un moment déjà. Aujourd'hui, quand tu parles à un fan de foot,
Je pense que c'était le cas en plus, il n'y a pas lors de la dernière fois. Si dans la même journée, tu as Liverpool City et Madrid-Barcelone, tu sais que Liverpool City va être potentiellement plus. Il y aura plus de spectacles, il y aura plus d'intensité. Comme a dit un grand monsieur, le football il a changé. Tu vois. Et malheureusement, quand tu regardes Madrid et Barcelone, autant il y a une équipe qui va très bien, il y a une équipe qui se croit encore au début des années 2010. Et ça, c'est un peu un souci. Et surtout, si je demande aux derniers ici, aux dernières personnes, de manière très objective, sans regarder les victoires de son équipe, le dernier Classico où on s'est dit, le spectacle était vraiment bon, ça fait un moment déjà. Hein. Et même moi, le Barça a gagné 4-0 cette année. J'ai pas forcément pris beaucoup de si, à part le plaisir du fan, tu vois, mais en termes de spectacle, moi, le dernier Classico que j'ai en tête où je me dis, waouh, c'était incroyable, c'est le 3-2 2017 à l'époque, tu vois. Peut-être qu'il y a eu un peu, mais après ça, j'ai plus rien. Et ça ouais, c'est un peu triste, c'est un peu triste. Et puis surtout, les joueurs se font des câlins aussi. Moi, je disais, j'aimais bien à l'époque de. Moi, je suis un fan de basket un peu. Au basket, il y a un peu trash talk et même, c'est beaucoup plus soft que dans les années 90. Ici, aujourd'hui, dans le foot, quand tu regardes, ça s'embrasse, il y a comment tu vas, et comment vont les gosses et tout. Moi, Mourinho, autant il m'énervait, mais j'aimais bien le fait d'arriver, d'écouter en conférence de presse et de voir Guardiola lui répondre et de voir qu'à la 90e, ça partait un peu en bastos après. Parce que, il y avait. Mais... Les doigts dans les yeux et tout. Non, Tito, t'as ton âme. Son âme comme un Tito. Mais ouais, c'était l'époque. Et puis, je pense que ce qui a rendu le Barça Madrid aussi incroyable, c'était aussi l'aspect politique aussi, entre les joueurs à l'époque, qui aujourd'hui est beaucoup plus lissé. Tu as oublié quand même deux éléments importants. Mais il y a quand même les deux plus grands joueurs du monde, Messi et Ronaldo, Cristiano, qui ramenaient aussi une médiatisation incroyable. Donc forcément... Les équipes qu'ils avaient autour étaient incroyables. On avait des Oui. Non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait des grandes stars dans les deux équipes, mais bon, il y avait aussi les deux plus grandes stars du monde. Enfin, si tu regardes un Ronaldo qui parle à Juve, tu vois que forcément, il y a la Juve, les matchs de la Juve sont beaucoup plus regardés. Donc il y a une corrélation entre les deux. J'ai eu des fans de Madrid qui regardaient les matchs de Manchester United et qui nous critiquaient parce qu'on faisait pas jouer Ronaldo. On va pas en parler beaucoup plus, mais voilà, c'est des trucs qui m'agaçaient quand même. Mais c'est normal. C'est normal de pas laisser sa chance au meilleur joueur du monde, mais voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je suppose que t'es plus ou moins du même avis. En parlant football et spectacle, je pense que je vous rejoins. Après, j'ai pas les stats sous les yeux. Je sais pas d'un point de vue vraiment purement médiatique et d'un point de vue suivi si c'est encore le match le plus suivi ou pas. Mais toi, moi, mon ressenti à moi, en tout cas, c'est que même si maintenant le spectacle est plus forcément autant rendez-vous que ce que nous on l'a connu, je pense que Real de Madrid-Barcelone, c'est encore le match qui suscite dans le monde le plus de suivi et le plus de réactions. Typique, peut-être, je reviens des Antilles là maintenant. Clairement, quand il y a un classico, tout le monde est au courant. Quand il y a Manchester City, Liverpool, quand il y a Manchester United, Chelsea, tout le monde s'en fout, tu vois. Okay. Donc pour moi, il y a des matchs tels que des finales de Ligue des Champions, la Coupe du Monde, peut-être des événements qui vont plus rassembler. Je pense que si on regarde deux équipes qui sont dans un même championnat, qui s'affrontent un week-end, je suis persuadé que le Real de Madrid et Barça, c'est encore le match qui va, dans le monde, être le plus suivi en termes de visionnage. C'est pas pour rien que ça fait des années maintenant qu'ils commencent à faire en sorte que le match soit à des heures suivables pour les Chinois et en même temps les États-Unis, etc. Je suis sûr qu'en termes d'audience, le Real de Madrid-Barcelone, ça reste le match phare d'un championnat de deux équipes du même pays. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le sentiment que vous aviez quand vous étiez plus jeune ou plus petit, parce que les matchs étaient peut-être plus fous, et donc était plus grand, en voyant un match, vous disiez waouh, ça c'était du football, ça c'était le classico qu'on attendait. Ouais, ça n'a pas changé mais comme Kyle l'a dit, ça se tapait, tu vois, à l'ancienne, pendant les matchs, quoi. Ça taclait, ça regardait mal le mec en face, tu vois. Genre, c'était. Enfin, il y avait une tension, il y avait une réelle tension pendant le match, tu vois. Moi, je ne pouvais pas perdre parce que le lendemain, il y avait école, il y avait mes potes de Madrid. Je savais qu'il y avait des règlements de compte à ce moment-là. Tu vois. Ça, c'est vrai quand même. Et ça c'était impossible de perdre. Et ouais, non, c'était juste. C'était pas possible. Et moi, je pense sincèrement que. Après, faut pas non plus que je crache trop non plus, mais je pense qu'on a vraiment vécu l'âge doré des classicos, tu vois. Ouais. L'âge doré, t'arrivais, t'avais Messi, Ronaldo. Derrière,
T'avais, il y avait des trucs de poste. Modric, Iniesta, Xavi, Modric, Kroos. Iniesta, même Ozil, tu vois, parce Ozil, qu'on a Di beau avoir mis Maria. des gros scores à ces équipes. C'est vrai. Ozil, c'était Di Maria, wow, incroyable, gros. Il y avait qui l'autre là? Il y avait des Marcelo Alves dans le match. Bon, après, t'avais quelques c'est vrai tocards. que- Ouais, non, c'est à tous les postes. Ouais, À c'était- tous les c'était postes. terrible. T'avais Puyol encore qui était là, t'avais C'était Ramos, terrible. t'avais les capitaines emblématiques. Non, c'était quelque chose, tu vois. On se rend pas, ce qu'on a vécu, on se rend pas compte. On avait des vrais manieurs de ballon sur le terrain. Et ça, c'est. Ouais. Et On l'entend, même hein, si la moi façon j'ai détesté avoir Mourinho et Guardiola l'un contre l'autre, t'as senti que quand ça s'est exporté en Angleterre, c'était plus aussi sexy, hein, tu vois, même si, désolé United. Non, voilà. mais c'est vrai, c'est parce Mais- que il a pas pris les grands rivaux. Enfin, c'est pas les grands rivaux qui jouent l'un contre l'autre en Angleterre. C'est pas comme si Guardiola ait pris Man City et Mourinho. Ah, bah si, il a fait. En fait. Mais si, il a fait. C'est ça dont je te parle, mon frère. Tu crois Mais qu'on parle de quoi d'autre? C'est une révélation. Ça s'est passé. Bon, c'est Wenger qui a embêté Mourinho en Angleterre. C'est différent. Mais- On a eu des Wenger Mourinho quand même. Non, mais- Non mais ouais, mais ce qui manque c'est la tension qu'il y avait autour des matchs en fait. Ça donnait vraiment envie aux gens de regarder parce que tu savais que ça pouvait péter à n'importe quel moment, tu vois. T'avais ça taclait un Messi, un Ramos ça taclait un Messi, il y a tout le monde qui venait derrière, tu vois, des deux côtés. José Manuel Pinto qui arrivait, Qui il arrivait. en dehors de l'attention, je pense que le talent est plus forcément le même. Hein. Quand tu regardes les joueurs qu'on avait, je pense que ça a surtout baissé du côté de Barcelone. Mais parce qu'à Madrid, ça se maintient encore, même si quand tu regardes qu'au niveau de la défense, ça va. Même si pour moi, Rudiger, c'est plus faible que ce que pouvaient être des Ramos ou des Pepe à l'époque. Mais quand tu regardes fondamentalement, ouais, les joueurs que tu avais, les 22 acteurs, en fait, tu disais, moi je me disais, je suis un professionnel d'un autre club, je me dis, ah purée, mais pour vraiment être dans ces 22 joueurs, faut vraiment que j'ai un niveau de fou furieux, tu vois, faut vraiment que j'ai un niveau... Non, ça, c'est clair, ça, c'est clair. C'était les deux. C'était les deux meilleurs clubs du monde. Quand tu es dans un grand club en Angleterre, ouais, dans un grand club en Angleterre, Manchester United par exemple, pour voir plus haut, c'était soit Real, soit Barcelone. Il y avait pas d'autres. Donc c'est toujours le cas. Ouais, mais il y a Bayern aussi, il y a Man City maintenant, il y a Liverpool. T'as les Anglais ont t'as vachement trop rebondi, d'options. tu vois. Les Anglais, ils sont éteints. Mais bon après Et là, ils sont en train de bien revenir. après quand tu regardes le top du top, ça reste les meilleurs de Liga généralement restent les meilleurs clubs du monde. Barça, Real. Oui voilà, c'est ça. Je sens qu'il y a un débat Liga PL qui va partir là bientôt. Non, ça continue. Non mais voilà, on pourra l'avoir. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y en a moins que le Real quoi. Genre, De quoi? Combien de PL Combien de Champions League à la Première Ligue? Non, mais on va. 6 Liverpool, 3 United, 2 Chelsea, Parce 2 Nottingham Forest, Aston Villa, ils en ont un aussi. Parce qu'en fait, faudrait que j'ai les stats sous le nez, hein, mais j'ai l'impression que souvent, ces dernières années, je dis pas que ça arrivait tout le temps, mais la plupart du temps, les équipes de PL ont déçu quand elles se sont retrouvées face à des équipes de Liga. Bon, après, tu me diras, il y a Madrid qui passe, qui rafle tout. Mais t'as eu au début de la décennie le moment Barcelone. L'Atlético est arrivé à se hisser en finale 2 fois de suite et en demi-finale, je sais pas combien de fois. Et t'avais même parfois des carrés où t'avais Bayern, Atlético, Madrid et peut-être une équipe portugaise, hein, Leipzig une année, mais pas d'équipe anglaise, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat, je crois. Mais... Ouais, mais c'est vraiment ces dernières années où les équipes anglaises sont revenues en force Et ça au correspond à niveau quoi international. La décadence. Du déclin, ouais, du championnat, championnat espagnol, j'ai envie de dire, mais des grandes ligues, quoi. La Première Ligue a progressé aussi. Non, on ne parlera pas de ça. Je suis pas là pour mettre la sur la Première Ligue. Hein. Il y a quand même des sommes astronomiques qui sont mises des fois pour des équipes qui les valent pas, mais. Je suis d'accord. Non, on va citer le club, hein, on pourra tous les citer presque. Hein, United, mais... mon frère. T'as 4 Real de Madrid dans les fonds de United. Mais en vrai, c'est pas faux ce qu'il dit, parce qu'en Angleterre, les droits TV, par exemple, l'année dernière, les droits TV perçus par l'Angleterre, c'était de quasi 7 milliards. La Liga, eux, ils avaient le double de la Liga. Donc la Liga, c'était plus ou moins 3,5 milliards, un truc comme ça.
Et puis, tu as l'argent aussi des récompenses que tu adresses aux équipes de Première Ligue. La Première Ligue avait 3 milliards, je crois, plus ou moins 3 milliards à distribuer aux autres équipes. Le premier, Man City, a perçu quasi 175 millions. Et le dernier, Norwich, a perçu 115 millions. Donc, tu vois la différence de prix. Donc, même le dernier de Première Ligue gagne énormément d'argent. Donc, c'est que le championnat est beaucoup trop... Ouais, mais il y a aussi, je pense, un problème pas de culture, j'ai envie de dire. Enfin, ils ont quand même créé le foot, mais de mentalité où il y a, les centres de formation sont moins poussés. Enfin, ils prennent moins de joueurs qu'ils ont formés. Ils préfèrent acheter des joueurs qui ont ce qui leur manque, je trouve, plutôt que de former ce qu'ils ont besoin, en fait. Et je suis d'accord, tu vas avoir plus de transferts en Première Ligue que de transferts en Liga. Même si maintenant, il y a moins de joueurs exceptionnels qui sortent des centres de formation de Barcelone ou de Real Madrid, mais tu auras beaucoup plus de transferts en Première Ligue. Les Anglais sont pas ouf. Après, les Anglais, les gars, il y a 5 divisions professionnelles, c'est le pays du football, tu vois. Les clubs de formation et les nombres de joueurs anglais, Ils sont pas ouf. Ouais, mais même, il y en a blindé. Pour moi aussi, il y a beaucoup plus de clubs du top niveau, et donc, que ce soit d'un point de vue budget, même si on va utiliser des termes, on va prendre United, ils ont un budget, tu vas dire, quasi limité, ils n'arrivent pas à en faire quelque chose depuis des années. Ils achètent, mais ça donne rien, tu vois. Peut-être qu'il faudrait faire sortir un peu plus de jeunes dans le fond. Tout ça pour dire qu'il y a plus d'équipes qui sont au top niveau, donc forcément, tu auras plus de transferts. En Espagne, là, on parle aussi de médiatique, de nombre de ce que ça rapporte, 7 milliards, et alors que 3 milliards seulement pour la Liga. Moi, je connais pas la valeur et tout, mais il faudrait essayer de se demander, genre Manchester City, Manchester United, club par club, combien est-ce qu'ils rapportent, entre guillemets, le visionnage qu'ils ont, alors que c'est un fait en Liga. Peut-être l'Atlético un petit peu, mais tu as 2 équipes qui sont réellement suivies, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc tu as l'entièreté du budget, tout va revenir pour le Real et pour le Barça. Et je me demande même combien ils gagnent par la Liga en étant champion. Je suis sûr que c'est que dalle par rapport à ce que l'effigie du Real de Madrid et du Barça rapportent à côté en euros. Ouais. Mais il n'y a pas cet amour, il y a pas non plus, à part dans des clubs comme Liverpool, ça c'est beaucoup, où ça s'est beaucoup vu, cet amour du maillot réellement, quand tu joues pour ton club, tu vois. Genre quand tu regardes le Barça et quand tu regardes le Real, genre les mecs qui sont là, même l'Atlético ou même les clubs de Ligue 1 en général, ils crèvent pour le maillot, tu vois. Alors que tu as des stars qui arrivent à des Tottenham, de United, des Chelsea, et qui en ont pas un peu rien à foutre, mais tu sais qu'ils sont là parce qu'il y a eu un gros chèque derrière aussi, tu vois. C'est aussi le mode de vie aussi qui joue. T'arrives dans un pays... Et c'est dur physiquement aussi de jouer. Je pense à Di Maria. Je le porte pas spécialement dans mon cœur parce qu'il est parti comme un lâche. Mais Di Maria, il arrive à Manchester United, il fait pas une mauvaise saison en termes de statistiques, passes décisives. Bon, but, c'était pas un grand buteur, mais en termes de passes décisives, il faisait une énorme saison. Mais il n'arrivait pas à s'accommoder à la Première Ligue, ni aux coutumes du pays, ni à Manchester. Manchester, c'est une ville fade, malheureusement. Donc, c'est passer de Madrid à Manchester, c'est difficile. Donc, tu as le mode de vie aussi qui peut jouer dans le fait d'avoir envie d'être présent sur le terrain ou non. À Madrid, t'as un grand joueur, les gens t'adulent, tu fais partie du meilleur club du monde, tu vas jouer pour le club. Barcelone, c'est pareil. Mais tu sais que t'as la pression de performer en fait, parce que t'as pas envie de décevoir, tu vois, t'as ce sentiment où tu veux pas décevoir, tu vois, parce que tu sais que derrière, mec, t'es à Madrid, t'es au Barça, tu vois, t'es obligé, t'as pas le choix. Si tu floppes maintenant, tout le reste de ta carrière, tu vas être le flopper du Real, le flopper du Barça, tu vois. Alors que t'as été à United, t'es le flopper d'United, tu vas à Galatasaray, ou tu vas à Fenerbahçe, tu vois, et au final t'en bats les couilles. Mais non, mais voilà, il y a moins cette institution de le club avant tout, tu te bats pour les valeurs du club aussi. Ils viennent pour le chèque, ils ont peur certains quoi. Ça commence à revenir petit à petit, je le sens avec Manchester United par exemple, mais il y a plus, tu sens plus ce côté-là niveau Espagne que niveau Angleterre. On un peu sur le sujet de base qui est quand même le Classico, parce qu'on en a quand même pas mal. Oui, non, c'est mais c'était une chouette discussion. C'est aparté. Mais si maintenant on vous met, comme il y a eu d'ailleurs cette année, même si c'était pas vraiment au même moment, on vous met Liverpool City et en face de ça on vous met Real Barça. Toi, t'en avais déjà un peu répondu, mais regardez quel match. Après, le fan que je suis, je vais regarder Real. Si vous enlevez votre côté fan, est-ce que c'est toujours le Real Barça que vous voulez regarder ou pas? On va dire
Sur la grande télé, je mets Real Barça et sur le PC, je mets Liverpool, Liverpool City. Quoi. C'est même peut-être pas la bonne année pour parler de ça, vu que cette année, Liverpool. Ouais. Depuis qu'ils ont décidé de laisser parler le géant africain. Voilà. C'est qui a dit ne jamais trahir l'Afrique? Klopp, il a mal parlé de la CAN en début d'année. Ils ont laissé partir Sadio. Et voilà. Et puis, on est venu frapper les impôts. Donc, non, je vais regarder Barça Real parce que voilà, c'est Barça Real, les institutions. Non, moi je partirais sur Liverpool Man City. Mais après, bon, c'est le fan en moi aussi, mais même si tu enlèves le fan qui est en moi, je regarderais Liverpool Man City. Parce que je ressens plus ce classico qu'on avait avant. On en a déjà parlé, mais moi je vais regarder, je vais suivre un classico avec Pedri, Gavi, un Busquets quasi éteint. Je préférais voir un Gundogan, De Bruyne, Rodri jouer contre Anderson, Thiago, Anderson, Mo Salah, etc. Donc c'est plus, t'as plus de joueurs stars, de joueurs qui te font vouloir regarder le match côté Man City Liverpool que côté Barcelone Real Madrid. Barcelone Real Madrid, c'est juste le Real qui peut te faire gagner regarder le match. C'est ça. Non, sans vouloir pousser Barça, c'est juste que maintenant, c'est le Real que tu regardes. Barcelone, tu t'attends à ce que Pedri, Gavi, Ansu Fati explosent, etc. Le fait justement qu'on regarde le Classico vraiment pour le Real, parce que le Real pour le moment a la meilleure équipe comparée au Barcelone en termes d'individualité, etc. Parce que justement, ça n'enlève pas le charme du Classico qui était avant, où c'était vraiment les deux équipes au top, qui se battaient, qui se donnaient tout. Et je dis pas que le Barcelone ne se bat pas, il se bat toujours, mais forcément avec moins de moyens. Cette année en mars. Ouais, voilà. Ouais, mais après, quand tu regardes, il y a plus cet ADN du Classico où tu as envie de le regarder comme avant, mais tu regardes maintenant le classement en Liga, Barça, à l'heure actuelle, Barça est devant le Real, tu vois. Donc, c'est censé être. Il y a quand même, en fait, il y a quand même un enjeu au niveau du classement quand t'as un Barça Real, tu vois. Ouais, il y a un enjeu au niveau du classement, mais c'est vrai que dans le match, tu vas plus le regarder parce que tu te dis, bon, le Real, il va gagner combien, quoi, entre guillemets. Non, mais c'est vrai. C'est insultant quand même. Surtout quand t'as pris 4-0. C'est fou de dire ça parce que toutes ces années où le Barça a été nul et misérable, j'ai jamais eu l'impression, alors que le Barça au plus bas, de me prendre une dérouillée, de me prendre un gros score. Nous, on a réussi à faire passer à une époque des boucs comme Ozil, un milieu Ozil, Khedira, Di Maria, comme des pantins au milieu parce que ils couraient après le ballon. Et cette année, on arrive avec des garçons qui n'ont probablement jamais baisé de leur vie, qui sont prépubères, qui sont arrivés et qui ont niqué pour la première fois le milieu du Real. Et donc, je comprends pas pourquoi on parle aussi mal alors que c'est Boug. On est en train de construire un bail, et même quand on a été aussi mal, on se prend jamais de gros scores là, on en a pris 3-1. Je me dis, ah ouais, 3-1, on s'en sort vraiment. On était nuls, on a marqué. Avant le 4-0, on a pris 2-1. On a été éclatés, on a quand même réussi. Ça faisait 3 ans avant le 4-0 là que vous n'aviez pas gagné presque. Ouais, mais vous avez fait quoi? Vous nous avez jamais éteint. Si on prend toutes les 15 dernières... On a fait des Ligues des Champions, on a fait des Ligues... Ouais, non, mais je parle en confrontation directe. En confrontation directe. Alors que si je demande combien de fois Madrid a éteint le Barça depuis qu'on suit l'histoire des Classicos ensemble, combien de fois vous nous avez éteint? Éteint, c'est-à-dire des 4-0 avec 3 buts d'écart. Ouais, je saurais pas te le dire comme ça. Tu ne pas me le dire parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. 6-2, 5-0, 4-0, 4-0, souvent à Bernabéu d'ailleurs, 3-0. Ça fait. Le but, c'est pas ça, hein. Madrid est meilleur que le Barça aujourd'hui. C'est juste que tu le veuilles ou non, au niveau de la rivalité, même quand on a été au plus bas, il n'y a jamais eu de grosse distance ou de trucs. Après, la Ligue des Champions, c'est pour vous, même si la dernière fois qu'on s'est vu en Ligue des Champions, bref. Mais sinon. Peut-être qu'on vous recroisera en Europa League, hein, Stan. L'année prochaine. Je pense pas, mais ouais, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Ça n'arrivera pas. Après, moi, je parlerai pas trop quand les 3 premières Ligues des Champions, on les doit à Franco, mais enfin, ça, c'est autre chose. On est les 3, ça fait 11 et ça reste 2 fois plus que le Barça. 3-4 peut-être, je sais pas, mais... Ah ouais, 4, ok. Même 4, c'est pas grave, je te les donne. Ouais, mais ça veut dire que tu sais même pas me dire combien vous avez gagné avant une série d'années, mais bref, c'est autre chose. Mais juste pour dire que tu le veuilles ou non,
le gap, il est jamais aussi grand au niveau de... Et même quand tu mets des boucs comme Gavi ou Pedri, Gavi à qui je reconnais pas forcément un talent incroyable, mais je crois que ce qu'on aime bien avec ce garçon, c'est que... C'est sa mère. Piqué, il pourra nous dire. Ça cut. Ouais, hein. c'est un mec Twitter. C'est un mec qui a vu que sur Twitter, on a dit que c'était la mère de Gavi, alors que c'était pas la mère de Gavi. Bref. C'est qu'on aime avec les caractéristiques de Gavi, c'est que c'est un mec qui court beaucoup et tout. Il aura pas le talent de Xavi ou d'Iniesta, mais ce qu'on a reproché au Barça, et ce qu'on le reproche encore, parce qu'on a encore Busquets qui est toujours là, c'est de pas avoir des joueurs qui ont les caractéristiques du football aujourd'hui. Gavi, tu peux le troller sur Twitter, tu peux dire ce que tu veux ou quoi. À 17 piges, on parle d'un bouc qui a 17 piges. Hein. C'est pas parce qu'on a eu des Mbappé qui ont commencé à réaliser des performances incroyables à 18 ans qu'il faut t'attendre à ça. Je rappelle qu'on a laissé à Xavi le temps d'être Xavi, qu'on a laissé à Modric le temps d'être Modric, parce que Modric, la première saison, il arrive, pire recrue, hein, et c'est Marca qui le dit. On a laissé à Iniesta le temps d'être Iniesta, à toute cette série de boucs. Aujourd'hui, on a un bouc comme Pedri, qui pour moi, le talent qu'il a, il est incroyable, parce que autant là, la Coupe du Monde, ça s'est pas passé, autant l'Euro 2020, il a distribué des caviars à l'Euro, mais bon, quand t'as Morata devant toi, voilà, on peut pas faire de miracle. T'as des boucs comme ça, moi je veux pas trop m'exprimer. On va voir les 10 prochaines années, peut-être que j'aurai tort, peut-être que j'aurai pas tort. Les 10 prochaines années, on va peut-être parler pour eux. Mais après, j'attends aussi qu'on a acheté des boucs comme Kessier, qui correspondent plus au foot d'aujourd'hui. J'attends qu'on leur, et c'est pour ça que j'ai Xavi raciste, on leur laisse plus de place qu'on en laisse à Busquets actuellement, tu vois. Qu'on laisse un Frenkie de Jong totalement s'exprimer, qu'on lui donne le contrôle du milieu de terrain, parce qu'on a vu que quand on donnait un peu plus de place à ces mecs, dans les grands matchs, parce que tu le veuilles ou non, tu peux dire ce que tu veux du Barça. Cette année, malheureusement, de fin janvier à mi-mai, un peu avant mai, le Barça, et là, je me dis, on peut affronter tout le monde, on a peur de tout le monde, de personne, tellement le Barça enchaîne les performances. Et puis après, tu as le déclin, et j'ai abusé, c'est peut-être, on est plus vers avril, parce que l'effectif est très short, et le Barça commence à réduire. Donc, moi, je pense que il y a un truc qui va revenir, et qu'il y a le potentiel pour que cette équipe revienne très très vite. Quand t'es le Barça, t'as pas le luxe d'attendre 10 ans pour que ton équipe revienne. Bah si, c'est ça qui est beau, moi je trouve, par contre. Mais et ça rejoint le discours qu'il avait au début. Hein. Ouais, il a attendu Madrid, parce que Madrid, même si Madrid, parce que je peux dire la même chose, Madrid, t'as pas le luxe, et le but c'est qu'on avance, mais il faut aussi tenir compte de la situation financière. Hein. On peut pas faire de miracle non plus, on n'a plus les moyens pour s'offrir, on s'est offert Quand tu vends 30% de tes droits télé, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, Il y aura toujours des périodes tendues. Barcelone, j'ai connu ces périodes tendues. Il y a eu le transfert de Figo à Madrid. Après le transfert de Figo à Madrid, Barça, ils étaient morts. Ils jouaient plus au foot. Pendant 3 ou 4 saisons, ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Ils gagnaient pas de championnat. Ils arrivaient 6e du championnat. Donc, tu as des périodes où tu n'as pas de joueurs. Enfin, tu as des joueurs, mais ils sont en train de se développer. La période entre 2000, 2004, 2005, Xavi, Iniesta, Messi aussi qui était jeune, ils étaient en train de se développer. Donc, on laissait le Barcelone se développer. Après, tu as vu ce que ça a donné. Tu as vu que pendant quasi 10 ans, le Barça, c'était le plus grand club du monde. Donc, tu as toujours une période où tu dois progresser. À la différence de Real Madrid, où Real Madrid, eux, ils achètent les stars. Je dis pas qu'ils font pas de joueurs, mais ils vont plus acheter des stars. Après, ils ont des Casillas, des Casillas. Oui, des Casillas. des Carvajal, ouais, etc. mais arrête, j'aime beaucoup Carvajal, mais tu mets pas au même niveau que Casillas, hein, s'il te plaît. Non, mais je veux dire, il est titulaire au Real quand même. Mais c'est la différence avec Barcelone, c'est que le Real, eux, ils ont moins cette patience, je dirais, parce qu'ils ont quasi toutes les stars. Après, il y a eu cette période où c'était un peu tendu parce que stars, ça n'allait pas, parce que le coach ou je ne sais pas ce qui se passait. On en parlait avant que Di Stefano il arrive à Madrid dans les années, c'était combien de temps, disait 26 ans. Il est parti loin quand même. Ça faisait 26 ans. Non, mais pour te dire que c'est cyclique, tu vois, parce que là il va me dire ok, il y a juste eu les 12 ans, mais c'est pour te montrer que dans l'histoire c'est comme ça, toi t'as des moments de Ils en ont gagné. Et là en plus les 5 premières, ils les ont gagnés d'affilée. Non, je parlais des champions. Avant Di Stefano, tu disais que ça faisait combien de temps qu'ils avaient plus gagné de Liga. C'est à l'arrivée de Di Stefano qu'ils avaient pris, mais bref. C'est pour dire que quasiment 30 ans quasiment. Tu vois, c'est pour dire que t'as des moments comme ça. Et là, moi, je trouve en plus qu'on s'en sort bien. Tu vois, en Liga, on a fini 2e la saison passée, première saison sans Messi, alors que
Je peux vous dire, quand je vois les débuts de saison à Koeman être deuxième et se qualifier pour la Ligue des Champions, les gars, c'était vraiment pas donné. On a réussi à reprendre des couleurs. On a réussi à plus ou moins attirer certains joueurs que je trouve enfin, à attirer quelques joueurs qui sont pas mal, même si, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'arrivait plus à attirer. Ça veut dire que la marque Barça, elle fonctionne toujours. Et par certains joueurs, je parle surtout de Koundé et Lewandowski. Moi, Koundé, je trouve que c'est un excellent défenseur, surtout quand il le fait jouer à son poste, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, mais qui rassure beaucoup. Et ça faisait longtemps que Barcelone, derrière, tu ne pouvais plus te targuer d'avoir des mecs comme ça. Et je pense que faut laisser les trucs. Je ne vais pas dire forcément, je ne sais pas si ce sera avec Xavi ou sans, mais je pense que dans les 2-3 prochaines années, là, avec des mecs comme, j'espère, comme Arro qui pourront se développer, des mecs comme Pedri, De Jong, là, qui sont au milieu et des renforts qui pourront arriver, on pourra proposer quelque chose de beaucoup plus solide avec un effectif plus Ouais, large. mais il y a quand même un truc qui est honteux, c'est que vous faites venir des joueurs. Non, mais ça, faut le dire. Vous faites venir des joueurs, mais t'as des Piqué qui diminuent leur salaire, des Kun Agüero, bon, il n'a pas joué, mais qui décident de venir pour moins cher, etc. Pour l'amour du club, tu vois. Genre, votre marque de fabrique, c'est ouais, l'amour du club. Ok, c'est beau, tu vois, mais ça pénalise d'autres joueurs. C'est à Madrid ou Mais si, mais bien sûr que si. ça pénalise d'autres joueurs, ça pénalise qui? Mais comment ça pénalise qui? Ça pénalise vos joueurs, ils sont payés moins que ce qui devrait être payé. Ouais, c'est sûr qu'être payé. C'est sûr qu'il faut être triste pour un mec qui est. Voilà, c'est ça. Voilà, merde. Il le fait, pour, comme tu as dit, pour l'amour du maillot, mais bon, le mec, il est pas bénévole, il est pas bénévole au Barça, tu vois. Il peut partir, tu vois. C'est pas parce que Bartomeu, il surpayait les joueurs avant que c'est normal, hein. Non, il faut arrêter. Et c'est comme ça avant, partout. Même, alors, on va dire. Est-ce que Pérez avait tort quand il refusait à Ronaldo son augmentation alors que Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de tous les. Le plus grand joueur. Après, avec Di Stefano, je sais pas, à Madrid, je sais pas, je vous laisse le plus grand joueur de tous les temps à Madrid. On peut dire c'est la même chose, non? Au bout d'un moment, tu as le droit de dire écoute, ce qu'on t'a proposé avant, ça va pas. Nous, on veut réduire ça. Et si tu veux, et pour le bien du club et pour le bien de ta carrière sportive à toi, il faut qu'on puisse ramener des gens et il va falloir que tu diminues. Tu voulais rebondir sur Bah, ce... pour y réagir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais en vrai, clairement, pour le Barça, bah, comme on a parlé du Real qui a eu une phase très down, bah, là, le Barça est en plein dedans. Et moi, ce que je trouve bien, et ce pourquoi les gens continuent à suivre le Barça pour les amateurs de football, c'est que là, pour moi, le Barça, il reste, comme le Real a toujours été, fidèle à leurs valeurs et faire ressortir malgré tout, même en achetant. Barça, ils achètent, mais ils achètent intelligent. Ils ne vont jamais acheter très cher, et c'est ce que le Real de Madrid n'a pas fait dans les années 2000 quand ils ont voulu créer les Galactiques. Ce qui maintenant, ils n'ont plus le choix de faire parce que l'Espagne n'est plus aussi riche, en tout cas avant, et c'est eux qui ont fait tous les premiers plus gros transferts, etc. C'est plus du tout le cas maintenant. C'est clairement, il y a les Qataris, voilà, on les connaît, et puis après, il y a surtout en Angleterre où les transferts deviennent vraiment aberrants. Mais Barça, Real, là maintenant, ça fait quelques années que je trouve qu'ils achètent très intelligent, avec des Vinicius Junior qui, oui, tout le monde dit putain, ils achètent des 40 millions pour un Brésilien et peut-être qu'il va rien donner. Le mec, maintenant, il vaut 4 fois son prix, tu vois. Le Barça, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus rien. Ils ressortent un gars de 17 ans, un gars de 21. Ils ont Pedri Gavi qui commence franchement à prendre de la place de ouf. Et comme vous avez dit, sur la scène européenne, et je trouve que le Barça, c'est un fait. Et ça fait des années. Ça reste malgré tout, même si contre les petites équipes, ils ont eu du mal, ils ont perdu beaucoup, etc. Contre les grandes équipes, je trouve qu'ils sont toujours présents. Le Barça, ça reste toujours le Barça. Qu'on a vu cette année contre le Bayern de Munich, ils ont perdu, oui, on sent que l'équipe elle est encore jeune et légère, qu'une fois que le Bayern marque, ça va pas. Mais pendant 60 minutes pendant le match, le Barça a eu plus d'occasions. Le Barça jouait super bien à tout moment. On s'est dit qu'ils auraient pu marquer contre le Bayern, ils auraient pu gagner le match. Franchement, c'était un super match de football. On l'a senti quand ils ont mis 4-0 au Real l'année dernière. Oui, le Real, c'était un Real qui était déjà champion, qui l'a joué en gardant sous le pied parce qu'il y avait la Champions qui arrivait, etc. Qu'ils avaient d'autres objectifs, voilà. Mais franchement, le Barça, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Je pense qu'il y a un futur qui peut être positif et tout ça avec un club où on connaît les difficultés financières et s'en sortir, c'est pas évident. Et je pense que comme on dit, il y a l'amour du club, oui, ils font payer des joueurs moins chers et tout, et c'est ça qui est beau. C'est que l'argent fait pas toujours tout et il y a quand même moyen un petit peu de s'en sortir. Donc ça, moi, je trouve ça important de le souligner quand même. Ouais, ils se battent un peu avec la force du désespoir, quoi. Mais... Ouais, on a beaucoup entendu parler Clyde de ses espoirs pour le futur du Barça. Vous, du coup, au niveau Real, bon, pour le moment, ça se passe plus ou moins bien. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Vous voyez toujours aussi serein avec l'effectif qu'il y a? Ouais, clairement. Enfin, t'as des Modric qui commencent à se faire vieux, des Kroos aussi qui jouent plus trop. Mais clairement, t'as des Valverde qui vont venir prendre leur place. Ça a signé des Rudiger, etc. Militao, Alaba sont très bons.
Ouais, Hendrick qui a signé là. Non, mais en vrai, tu vois, comme je dis avec Vinicius, Voilà, ça se rejoint, tu vois. Là, le Real, ils ont des transferts qui sont intelligents. Et en vrai, ça fait des années qu'ils le font. Donc, on voit Modric, ils l'ont acheté à que dalle. Kroos, ils l'ont acheté quand ils voulaient plus de lui au Bayern. Casemiro, il a fait des allers-retours avec Porto, ça a été compliqué. Il lui a laissé le temps de devenir ce qu'il est. Maintenant, c'est un des meilleurs 6 au monde. Bon, malheureusement, il a fait un très très mauvais choix de carrière et il va éteindre ta carrière bientôt à Manchester United. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, là, ils ont fait venir Ferland, qui est un joueur avec des qualités, des défauts, mais en tout cas, ça reste un bon latéral et il aura un gros futur. Ils ont des joueurs qui sont assez jeunes à tous les postes. Ils ont fait venir Vinicius qui, là, clairement, il est en train de le montrer, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Il a plein de qualités, il est encore jeune, il va encore progresser. Donc franchement, moi, je suis assez serein là, pour le futur du Real de Madrid. Mais après aussi, ils grandissent. Enfin, ces joueurs qui sont venus, ces nouveaux joueurs qui sont venus, ils sont très jeunes, mais ils grandissent aussi avec des modèles en fait, à leur poste. Tu vois. Quand tu as un Valverde qui joue aux côtés de Modric et de Kroos, tu vois qu'il prend vite en expérience, qu'il devient vite un meilleur joueur match après match. Tu vois. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour le futur du Real. Je pense qu'il restera brillant. Après, c'est dur de faire Comme le aussi maillot. bien que ce qu'il a fait les X dernières années. Ça veut pas dire qu'il va gagner Ouais. 3 Oui, Ligues des oui, Champions non, sur ouais. 4 à chaque fois. Mais... C'est ça. Ok, plus personne ne veut rebondir 4 sur 5. dessus. Ok, bah, si on s'est tout dit, plus ou moins, on va un peu couper quand même par rapport au temps. On va passer à la prochaine rubrique. On se dit quoi? Dernière partie de l'émission, on se dit quoi? On va parler encore de la Coupe du Monde, hein, vu que ça reste quand même l'actualité du moment footballistique. On va parler de la Belgique. Nous sommes un groupe de Belges quand même. On t'a dit qu'on n'avait pas la Coupe du Monde. Oui. Voilà, c'est ça Voilà, on va pouvoir en parler, t'inquiète. On va pouvoir parler du parcours plutôt court de la Belgique en Coupe du Monde. Je vais poser 2-3 questions, vous allez réagir, débattre entre vous et on verra ce qu'il en ressort. Première question. Est-ce que le problème était Martinez? Pas que. Surtout. Gros problème. Allez-y, je vous laisse. Mais dès le départ. On peut. Pardon, je vais pas commencer parce que Non, si je commence. bah, je vais être tranquille un peu. Mais Martinez, on va ressortir son palmarès. Bon, il a gagné une FA Cup avec Wigan en 2013, mais Wigan 2013 relégué, coach Martinez. 2003-2016, Everton, pas ouf, coach Martinez. 2016, Belgique cherche un coach. On veut quelqu'un de pas cher, coach Martinez. Bon, Martinez, il est là parce qu'il était pas cher. On n'a pas spécialement pris en compte son niveau. Et Toi, il a derrière, rien apporté ou... rien apporté. Non, il a pas rien apporté. Il a pas rien apporté. qu'il a fait. Il a pas rien apporté. Il a apporté des frayeurs contre le Japon. Ouais, il avait un style de jeu qu'il a mis en place. Le souci, je pense que c'est les joueurs n'étaient peut-être pas faits pour ce style de jeu. Et bon, il a quand même réussi à développer des Carrasco qui au début n'étaient qu'ailiers et finalement sont devenus des pistons. Est-ce que c'est lui ou c'est Simeone Carrasco? Mais Carrasco, je dirais que Carrasco ça jouait à ce dégage. poste. Carrasco était plus tranquille à ce poste parce qu'avec Simeone, il faisait des allers-retours. Mais avec la Belgique, il jouait là, on l'a mis là parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs, mais c'était pas son poste, c'est pas le poste auquel il brillait. Quand Carrasco brillait avec la Belgique, c'était souvent en tant qu'ailier gauche. Et le souci de Martinez, c'est qu'il avait un système de jeu, il voulait que son système de jeu fonctionne, il n'a jamais changé son système de jeu, son système de jeu n'a jamais fonctionné. La Belgique était là en finale grâce aux joueurs, peut-être pas spécialement grâce à Martinez, bien qu'il a fait, je dirais, un changement tactique en mettant Lukaku à droite contre le Brésil et De Bruyne au centre, qui a un peu changé, un peu chamboulé le Brésil qui était éteint en première mi-temps, mais en deuxième ils sont venus comme des monstres, ils auraient pu remporter ce match. Mais Martinez, son problème, c'est qu'il était tellement obstiné, tellement têtu, qu'il a même pas cherché à voir quelles étaient les forces et les faiblesses de la Belgique, je dirais. Et à partir de là, tu pars sur un certain niveau de jeu, une certaine formation, et t'espères que ça fonctionne. Et ça n'a pas spécialement fonctionné. Et c'est pour ça qu'on est déçu, parce qu'on avait une très bonne génération, et tu gaspilles cette génération parce que tu veux que cette génération fonctionne selon ce que tu veux toi. C'est pas une très bonne, c'est la meilleure. C'est la meilleure génération qu'on a. Ouais, la meilleure génération en Belgique, et je dirais qu'il a un peu gaspillé malheureusement, mais
il était pas ouf. Il était pas ouf, mais on va pas cracher sur ce qu'il a pu apporter à la Belgique. Il aurait pu faire mieux avec ce qu'il avait en fait. Il a décidé de faire moins bien avec ce qu'il avait sous la main. Donc clairement, mais je sens que Antoine a envie de rebondir là-dessus. Donc je te sens bouillant. Ouais, moi, là, je vous trouve dur avec Martinez dans le sens où, pour moi, en équipe nationale, et c'est le cas dans beaucoup d'équipes nationales, avoir un coach, c'est super important. Avoir le meilleur coach d'un point de vue tactique et technico-tactique, pour moi, ça sert pas à grand-chose en équipe nationale. C'est toujours des rendez-vous qui sont très courts. Le système de jeu, ce que tu travailles en entraînement pendant des années et des années pour créer un système de jeu comme tu le vois en club, ça se fait pas en équipe nationale. Pour moi, en équipe nationale, c'est important d'avoir un coach qui arrive à rassembler les joueurs, à créer un lien, à créer une envie, à créer une dynamique. Et moi, je trouve que quand même, si on regarde la Belgique sur les 10 dernières années, le groupe était fait. C'est politiquement compliqué, ça l'a toujours été avec les francophones et les néerlandophones. Là, on a ramené un anglais qui, en fait, a vraiment... On est tombé sur une génération où les joueurs étaient tellement bons qu'ils jouaient tous à l'étranger, ils parlaient tous anglais. Ils sont venus en équipe nationale un peu comme s'ils venaient dans un second club où ils venaient parler anglais. Ils jouaient presque pas pour leur pays. Et on a toujours ressenti, je trouve, avec la Belgique, et ça qui est dommage, que tu n'avais jamais eu cet amour du maillot et cette dynamique de tout donner. Mais je sais pas si il aurait pu faire mieux. S'il y avait moyen à un moment de se dire que les Belges allaient vraiment venir pour tout casser pour la Belgique, etc. Pour moi, les gens y venaient. Martinez, il avait une équipe qui était extraordinaire sur papier. Donc nous, comme en tant que Belges, on a une équipe comme ça tous les 50 ans. On a eu une chouette équipe en 1980-86 au Brésil. Et encore, l'équipe sur papier, elle était nettement moins forte que maintenant. Ils ont juste fait un exploit, un peu comme nos potes marocains là maintenant. Dans le fond, sur papier, ils ont pas une équipe incroyable le Maroc. La Belgique en 86, ils n'avaient pas une équipe extraordinaire. Ils avaient quelques bons joueurs et ils ont fait ça. Là, c'est la première fois que la Belgique a une équipe aussi forte. Et donc nous, on s'est dit forcément, avec une équipe aussi forte, on l'a jamais eu, on va gagner la Coupe du Monde. Mais en fait, ça se passe pas comme ça le football. Le Brésil, ils ont plus été champions du monde depuis je sais pas combien de temps. Chaque année sur papier, depuis 20 ans, chaque année sur papier, ils ont une équipe qui est aussi forte, voire bien meilleure que la Belgique. Et pourtant, ils n'y arrivent plus. Et ils sortent contre des équipes random, la Croatie, qui a pas de superstar et tout. Le foot, ça reste compliqué. Et en fait, on a mis une énorme pression sur Martinez parce que nous, en tant que Belges, on espérait mieux. Alors peut-être qu'il a fait des erreurs, comme beaucoup de coachs auraient pu en faire. Et le coach, c'est toujours facile de retomber sur lui. Moi, je pense que plus que Martinez, il y avait un gros souci avec les joueurs aussi. Quand on voit la dynamique et tous les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur du vestiaire. Après, on n'y est pas, on peut pas savoir. Mais on sent que quand tu vois la Coupe du Monde, quand tu vois les Italiens, quand tu vois les Espagnols, quand tu vois les Brésiliens, quand tu vois les Portugais chanter leur hymne, on n'a jamais senti ça en Belgique, on n'a jamais senti un mordant. Moi, là, je les ai vus contre la Croatie. J'ai vu un match de la Belgique, moi, cette Coupe du Monde, c'était contre la Croatie. Tous les autres matchs, ils jouaient ils étaient nombreux d'eux-mêmes, ils jouaient en marchant. Il n'y avait aucune réaction, c'était fade, ils proposaient rien. Ils perdaient, c'était en mode, c'est pas grave, il y aura un match après pour essayer de se rattraper. Je trouve ça dommage. Je pense qu'un coach qui a compris beaucoup de choses et qu'on a aimé longtemps vanner, parce que quand il arrive en conférence de presse, il arrivait, il disait, mais c'est pour la cohésion du groupe, j'ai fait ce choix, cette liste par rapport à la cohésion du groupe, c'est Deschamps, et je le voyais encore. Deschamps, quand tu regardes rien que l'équipe de France qui gagne en 2018, c'est un groupe de potes, tu vois. C'est des mecs qui vont jouer sur un terrain, comme nous, on pouvait partir avec notre cours à la récré et dire, on garde le terrain si on gagne le match, tu vois, et tu vas te battre pour ton coéquipier, tu vois. On a vu contre l'Uruguay, à un moment, il y avait des échauffourées, on a mal touché Titi ou Pogba, je sais plus qui. Il y a tout le monde qui arrive derrière, et là encore, ça fonctionne encore maintenant. Et moi, je pense que Martinez, dès le départ, je me suis dit, mais c'est quoi encore cette histoire ? Et je pense qu'un mec, il faut pas aller chercher loin pour trouver un mec qui arrive à créer la cohésion que Martinez a échoué. Juste avant, on avait un type qui était une grande gueule, qui était Marc Wilmot. Et Marc Wilmot, typiquement, il y a un truc qu'on sait tous aujourd'hui, c'est que De Bruyne et Courtois, il y a une histoire de femme derrière, c'est compliqué. Wilmot, tu sais très bien qu'avec ce mec est capable d'arriver et de dire, Thibaut, Kevin, maintenant on va jouer ça. Moi, vos histoires, j'en ai rien à foutre, c'est la nation qui passe avant tout. Je sais pas si peut-être que Martinez a fait, peut-être qu'il a pas fait, je sais pas. Mais tu sens pas l'autorité du mec, tu vois. J'ai l'impression que on retrouve Domenech version 2006. Et moi, autre chose que je voudrais ajouter, autre chose que je voudrais ajouter, Martinez est là depuis 2016, tu vois. On voit les équipes qui se suivent, mais au bout d'un moment, on n'est pas sur FIFA, tu vois. Faut savoir renouveler. Oui. Il a apporté quels éléments nouveaux. On sait que la défense, elle est vieillissante depuis maintenant. Depuis 2016. Depuis, moi, je me rappelle, 2018, la demi-finale contre la France. Je vois coup d'envoi, ballon Mbappé, il dépose Vertonghen. Et je me suis dit, oh,
Sur le coup d'envoi, hein, il n'y avait même pas 30 secondes de chrono. Je voyais, il a tac, le ballon il était là-bas, Vertonghen il était là. Je me suis dit, non, mais pas que Vertonghen était mauvais, mais je me suis dit, il faut pouvoir assurer une continuité. Oui, on n'a pas le même vivier que la France, on n'a pas d'autres viviers, mais il faut pouvoir assurer une continuité. On a quelques jeunes talentueux, ça aurait été intéressant de pouvoir les insérer. Et même si on me dit après, oui, mais on n'a pas des jeunes qui jouent là et là, ok, l'Espagne, ça s'est planté là maintenant. Luis Enrique, quand il part à l'Euro et qu'il arrive en demi-finale et qu'il perd au tir au but, il a emmené dans ses bagages, on peut être d'accord ou pas, hein, mais des mecs comme Eric Garcia ou d'autres mecs à gauche, à droite qui jouaient pas beaucoup et qui pourtant ont eu des prestations qui étaient correctes. Et même Griezmann quand il était dans les troubles à l'Atlético au Barça, qu'il était dégueulasse et qu'on comprenait pas qu'il ait une immunité auprès de Deschamps, il performait. Parce que pour moi, l'équipe nationale, le sport, le foot international et le foot de club, j'ai l'impression que c'est deux sports différents. Tu vas avoir des joueurs hein, au choix. On n'entend jamais parler de lui que lors des Coupes du Monde. C'est toujours à ce moment-là que tu vois le mec 11 de légende. Mais Martinez, ici, moi, il m'a jamais emballé. Il m'a toujours déçu. Je me suis dit, en fait, on aurait pu mettre n'importe qui, tu vois. En fait, en perdant Martinez, maintenant, je me dis pas, ah ouais, il a... Parce que je me dis, ok, je pense à même un moment où il a été un truc, oui, le moment où il a peut-être été clutch, si on peut appeler ça comme ça, c'est contre le Japon quand il fait ses changements. Mais encore, hein, on demande à Vertonghen comment il a mis sa tête, là, lui-même, il ne saura pas. Fellaini, il a sauté plus haut que tout le monde, il vous dira, ah, frérot, t'inquiète. Il a mis du poids à la fin, comme Mourinho le faisait avec Manchester, avec Fellaini. Tu perds, tu mets Fellaini, quoi. C'est vrai, c'est ça. Mais ouais, non, Martinez... Et puis, moi, le moment où j'ai vraiment fumé, c'est quand, avant 2018, et vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, non, désolé, moi, je serais pas derrière un coach comme ça. Le mec arrive en conférence de presse et il te dit que pour des raisons de footballistique, il va écarter un joueur que moi je jugeais hyper important pour cette sélection, qui était Raja Nainggolan, tu vois. Alors qu'on savait que c'était pour des questions d'ego, tu vois. Parce que, ok, Nainggolan, tu sais que c'est pas le mec le plus, d'un point de vue hygiène. Mais si Eden Hazard, il avait le même truc, est-ce qu'il aurait écarté Eden Hazard ? Bien sûr que non. Nainggolan contre l'équipe de France, je ne dis pas qu'on gagne, personne ne peut savoir, c'est facile de dire aujourd'hui. Mais c'est une alternative, tu vois. Surtout quand tu sais que Witsel était suspendu pour ce match. Et Dembélé, que j'adore, qui est un joueur talentueux, c'est troué. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on voyait dès les premières minutes que Dembélé n'était pas dedans, on n'avait personne pour faire rentrer. Et un mec comme Nainggolan, quand tu sais que la dernière fois qu'on a affronté la France, on a gagné 4-1, moi je dis 4-1, ça finit 4-3 parce qu'à la fin on ne jouait plus. On a gagné 4-1 avec Nainggolan qui était la plaque tournante, même si c'était juste un match amical. Je me dis, c'est fou quand même de pouvoir te priver de tant d'armes. On n'est pas l'équipe de France et Didier Deschamps qui peut se dire, désolé, je prends pas Benzema donc ouais, ça m'a énormément frustré. Surtout qu'à l'époque, moi j'entendais Wilmot sur la fin jouer l'équipe art, mais j'entendais Marcelo Lippi, tu vois, j'avais des rêves, champion du monde 2006 et tout. Et on m'annonce que ce mec que j'ai vu parfois dans des bandes première ligue quand je joue contre des gros, souvent qui n'a jamais. Non, je dis pas qu'il faut pas forcément. Là, je rejoins Antoine. Tu vois, faut pas forcément les plus grands tacticiens, mais il faut au moins avoir une idée. Et je pense que Deschamps, lui, dès le départ, il est arrivé avec cette idée. Moi, je crée un groupe aujourd'hui. J'ai un groupe de mecs qui sont solidaires. Il y a une cohésion à avoir. Je vais leur dire, écoutez, maintenant on arrive ici et là. On a un objectif commun. On met tous les égos de côté, tous les problèmes de côté. Et surtout, la différence entre un Deschamps et un Martinez, c'est que Deschamps, il est champion du monde. Donc tu vas l'écouter, tu vas t'asseoir et tu vas dire, ouais, lui, il a gagné. Bon, nous, on n'a pas. Mais juste avoir une figure comme Eric Guéret ou un Cissé avec une Prud'homme, on a parlé de Prud'homme. Exactement, Des mecs comme ça, je me dis, ça aurait déjà été, plus intéressant. Des figures qui étaient en 86. Et en fait, tu sais surtout qu'au départ de cette Coupe du Monde-ci, quand tu vois les performances à Belgique sur les derniers mois, quand tu vois un peu la forme physique de certains joueurs, tu sais qu'il y a des joueurs à qui tu dois réussir il faut que tu leur parles et que tu arrives à susciter l'envie. Que De Bruyne arrive en conférence de presse et dise, même si c'est pas comme ça qu'il a dit, qu'en gros, on n'a aucune chance. Que derrière Vertonghen puisse répondre après. Non, mais ça, c'est inadmissible de la part des joueurs. En fait, il y a un moment où tu viens de battre pour ton maillot, pour ton pays. Tu peux être le meilleur milieu du monde. Courtois, ça peut être le meilleur gardien du monde. Normalement, tu prends sur toi, tu la fermes. Frérot, c'est que un mois dans ta vie déjà, de 1, et de 2, c'est pour toute une nation que tu le fais, tu vois. C'est une folie, mais ça veut dire que le groupe il n'y a pas de cohésion. Et que derrière Vertonghen, à y dire après, ironiquement,
ouais, peut-être que nos attaquants sont trop vieux. Ça veut dire que, ouais, les discussions, vous avez pas discuté, les gars. Il n'y a personne qui a pris l'initiative, tu vois. Et moi, je pense que ce qui nous fait défaut ici, c'est un des grands leaders vocaux. Tu peux dire ce que tu veux de ce mec, tu peux le critiquer, il a raté tant d'occasions. Lukaku dans ce vestiaire, c'est peut-être un des seuls mecs qui aurait pu, d'un point de vue qui y était encore, tu vois. Mais bon, qui a de la gueule, tu vois, parce que derrière De Bruyne, le leader, il est plus là. Hazard, il y a son interview qui j'ai même pas lu. Hein. Je suis Ça d'accord brise avec le toi. cœur, tu vois, que mentalement, le frérot, il y est plus, tu vois. Il dit même mon niveau 2018, j'aurais plus. Et après ces mecs-là, c'est Lukaku, tu vois. Après cela, t'as Courtois, Je suis mais bon, d'accord. Courtois, il à part à faire des déclarations douteuses après des demi-finales perdues et nous faire passer pour des mauvais perdants. Hein, voilà. Mais ouais, je suis d'accord. dépassé. Je suis dépassé et c'est dommage, hein, c'est triste un peu parce que tu sais pas si derrière on aura des groupes avec autant de talent. J'allais comme ça. justement en venir. Est-ce que vous pensez qu'on verra la Belgique au sommet mondial un jour? Avec autant de talent, peut-être pas. Après, au sommet mondial, moi, j'y crois. Moi, j'y comme crois, on a Je dit. vois encore des jeunes qui rentrent, il y a même Il y a des jeunes, il y a tout. Mais c'était une génération dorée, hein. C'est un peu comme l'Espagne, mais qui a su fructifier leur génération dorée. Donc, entre 2008 et 2012, ils ont su performer avec les joueurs exceptionnels qu'ils avaient, des Iniesta, Xavi, Santi Cazorla, Mata, David Silva. Ils avaient des joueurs incroyables. Et avant ça, Espagne, c'était pas grand-chose. Après ça, Espagne, c'est pas grand-chose. La Belgique a eu son équipe. L'Espagne sort quand même des joueurs, mais ça reste, voilà, ça se développe encore. La L'Espagne Belgique n'est pas avait une grande son. nation du football, hein, comme on a peut- d'un point de vue international. Non, c'est D'un point de vrai, vue c'est vrai que international. l'Espagne n'est pas une grande nation du football au niveau international, mais ils arrivent à sortir des joueurs qui peuvent. Ils ont révolutionné le foot, ils ont eu leurs 10 ans. En fait, Et rouler surtout. C'est l'Espagne qui a révolutionné le football qu'on a aujourd'hui, en mode passe, il faut des joueurs qui savent, des gardiens qui savent faire des passes, qui savent ressortir le ballon, des défenseurs relanceurs. C'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de joueurs comme ça parce que l'Espagne l'a mis en place. Et tu as besoin de plus. C'est ça. Après, la Belgique, c'est pas la première équipe qui voit une génération dorée. Et on peut parler. Mon père Mais me ça dit va souvent, arriver, hein. tu sais, le meilleur Brésil que j'ai vu jouer, il a rien gagné. Hein. C'était le Brésil de Zico et tout. Socrates, Il m'a dit, c'était le meilleur Brésil que j'ai vu. Ils ont rien gagné. Tu regardes les Argentins, ils ont eu des Batistuta, des Crespo, des joueurs incroyables. Ils ont rien eu, tu vois. L'Angleterre, on va pas trop parler de l'Angleterre. Ils ont rien gagné. Ils ont rien gagné. Mais moi, Vivier, c'est le meilleur exemple. Tu peux prendre 4 équipes de l'Angleterre, elle est aussi forte que leur équipe A, et pourtant, ils n'y arrivent pas. C'est ça. La Belgique, ils ont des joueurs quand même, des joueurs qui peuvent arriver, qui ont du talent. Comme tu as dit, Doku, il y a un joueur qui n'a pas été pris, et pourtant j'ai pas compris parce qu'il a pris Mertens, c'est Dodi Lukebakio qui apporte de la vitesse devant. Il n'a pas été pris. Il n'a pas pris de risque en fait. Il n'a pas pris de risque, c'est ça. Il nous a pris un Mertens qui est en fin de vie. qui est en fin Il nous a fait une 2018 un peu revisité, quoi. C'est un peu dégueulasse, quoi. Je sais pas si Trossard il a beaucoup joué, alors que Trossard est un homme en forme, il a beaucoup joué ou même. Il rentrait après Il rentrait Eden. en fait. Ouais. Il rentrait après Eden, il jouait 30 minutes par match, quoi. Comme Doku, tu sais qu'ils ont été blessés pratiquement toute la saison avec Rennes quasiment et que c'était compliqué derrière. Mais bon, ok, c'est compliqué. Hazard, il a un palmarès en équipe de Belgique, mais il n'a pas joué non plus de la saison, tu vois. Je pense qu'Hazard, quand même, on en a d'avoir trop ce- fait avec lui. Ouais, Hein. oui, mais- Dans le sens où on l'a trop critiqué alors que sur le terrain, dans cette Non, Coupe du c'était Monde, un des meilleurs joueurs de la Belgique. c'était le meilleur joueur de la Belgique. Pas un des meilleurs, joueurs le meilleur joueur de la Belgique. Modric, meilleur. je t'aime beaucoup. Modric, tu es une légende incroyable du football, mais tu n'as pas à avoir ce titre en 2018. C'est Eden Hazard le meilleur joueur. Non, On lui a quand même volé. pas, quand même Bah, pas. quoi Il a fait quoi Modric que Hazard n'a pas fait en 2018 Mais ça a Il était coupé là. champion. Non, mais je te parle de la. Je te parle du titre du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah, de la Coupe du Monde, ok. Ouais. Ouais, non, Pour non, moi, je suis c'est Eden d'accord, je suis Hazard. d'accord, Eden Il Hazard, n'y a, c'était le y a meilleur joueur même du pas monde, de oui. débat, tu vois. Modric, même, il a même failli faire un truc qui a failli tuer son équipe, c'est contre le Danemark, dernière minute des Il rate un prolongations. penalty. Il a raté le penalty. Hein. Là, c'est parce qu'ils ont gagné la séance derrière qu'on n'en parle pas, mais. Comme d'habitude. Voilà, tu vois. Et comme d'habitude, tu vois, c'est. Et sans vouloir. J'aime beaucoup Modric, hein, même si c'est un joueur du Real. Moi, j'aime le football et Modric, quand tu le vois prendre les extérieurs Ouais, du. Modric, Pas comme Clinton G, parce que Clinton G, on n'oublie pas, hein, contre l'Atlético de Madrid, hein, en finale d'Europa League. Il a voulu faire son 1, son extérieur, on n'oublie pas. Bref, je vais m'arrêter. Je peux pas m'arrêter sur Clinton G. Mais bref, Hazard, nous on t'aime, frérot. Courage à toi. Hazard, Merci c'est pour un tout ce que gros tu as donné joueur. pour la Belgique.
Mais il est temps de. Enfin, Non, Il mais- est parti, non, là. mais non, mais Ça, on veut bien finir, toi, t'as vu? Pour rajouter cette question ou pas De- Est-ce qu'il a raison de partir ou pas il y a que là qui doit rentrer, je crois. En rapide. En 2-3 minutes. mais... En 2-3 minutes. C'est un avis, chacun a son avis. Hein. Ouais, Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est un grand joueur et c'est un gars aussi, contrairement à par exemple un Cristiano Ronaldo qui est buté, qui est sûr qu'encore aujourd'hui il est le meilleur joueur de tous les temps. C'est un gars qui est malin et je suis sûr qu'il pourrait encore, même pas sur le terrain, apporter beaucoup à l'équipe et apporter aux petits jeunes et à Trossard. Et je pense qu'un Trossard qui, à la prochaine, dans 2 ans, au prochain Euro, qui est titulaire, qui joue 80 minutes tous les matchs et qui de temps en temps, à la fin, laisse Eden Hazard rentrer 15 minutes, ça peut lui apporter beaucoup. Il a des conseils à donner, il a des choses à apporter dans le vestiaire. Je trouve ça dommage de couper comme ça directement en disant moi j'aurais plus mon niveau, c'est terminé pour moi. Alors que je pense que dans l'équipe de Belgique, il porte le brassard quand même, ça veut rien dire. C'est que le gars, c'est Ouais, un mais- poids, il a de la valeur, il doit à un moment un peu assumer ça aussi. Pour moi, il aurait pu rester, il aurait pu. Le problème pour moi là-dedans, c'est aussi la faute des médias belges en général. Et là, c'est plus culturel. Ils ont fait Ouais. casser du sucre sur l'équipe de la Belgique aussi, tu vois. Genre médiatiser autant les problèmes qu'il y a dans le vestiaire, etc. Enfin, forcément, eux, c'est leur job de faire Ça, vendre. c'est les mais, médias, ouais, c'est pas que la Belgique. Hein. Mais ouais. Quand tu vois le Portugal, Ouais. ils sont tirés dessus mais, aussi. mais le C'est les problème, médias c'est qui ont que fait perdre la Coupe du en Monde au tant Portugal. qu'Eden Hazard, t'as pas envie de te faire tacler encore pendant 4 bien ans sûr. jusqu'à la prochaine Coupe du Monde sur ton niveau de jeu, etc. Si jamais, en fait, le si jamais tu fais des mauvais matchs, si jamais tu fais des mauvaises performances, tu vas encore continuer à te faire taper dessus pendant 4 ans. Alors que tu sais qu'en club, c'est pas évident non plus, tu vois. Genre, c'est pas comme un De Bruyne, il se fait tacler en équipe de Belgique. Pff, au fond, ils sont bas les couilles, tu vois. Le chèque, il est là à City, il joue avec Haaland et tout. Ça met un. Dur. Ça va être trop dur, tu joues à Caland dans le club. Ça fait une passe en profondeur de 2 goals, j'ai envie de te dire. Genre, c'est trop, tu vois. Donc voilà. Ton avis sur le départ d'Hazard? Moi, je pense qu'Hazard, là, il a juste envie. Je me demande même si ça annonce pas la fin de vraiment de sa carrière. Parce que je pense que le mec, mentalement, il est fatigué. Et il a juste. C'est un mec, tu vois, tu voyais à Chelsea. Lui, il faut lui donner le ballon et dire lui, amuse-toi petit, tu vois. Pas commencer à arriver, commencer à lui dire. Et donc, moi, je pense que c'est un mec qui va peut-être retourner à un endroit où il se sentira bien et juste recommencer à. En tout cas, on l'espère prendre du plaisir et jouer au foot pour lui, tu vois. Genre. Moi, je suis de même avis qu'Antoine. Enfin, j'aimerais qu'il revienne quand même en équipe de Belgique, nous faire une petite Zidane, tu vois. Mais s'il a fait, Zidane l'a fait. Tu sais, tu reviens à l'Euro 2024, t'es un joueur. Si tu joues un peu en club, il a encore le niveau, Eden. Si tu joues encore un peu en club, tu peux venir avec la Belgique, apporter ton expérience. Tu peux être très utile. Il aura que 33 ans, donc très utile à l'Euro 2024. Le nombre de joueurs Et, de 33 ans qui nous ont éblouis. bah oui, Des gars de donc, 36 ans, 37 ans qui Il nous a encore ont... du talent. J'ai plus l'impression qu'on lui a mis en tête. C'est ça. Bah ouais, c'est vrai. J'ai plus l'impression qu'on lui a mis en tête qu'il avait plus le niveau. Et ça commence pas. C'est pas seulement avec les médias, mais aussi avec Roberto Martinez. Roberto Martinez, Hazard jouait pas beaucoup, mais Roberto Martinez faisait sortir Hazard à la 60e minute, alors qu'il était en train de faire un match incroyable. Tu le fais sortir, il faisait sortir Onana aussi, donc on n'a pas compris, mais Hazard, tu fais sortir Hazard, Racisme, Bono. alors que sur le terrain, c'est celui qui apporte le plus, qui va chercher les ballons, parce que Witsel ne le faisait pas, De Bruyne il était pas dans ce match, donc Hazard prenait ses responsabilités en tant que capitaine, aller chercher le ballon au milieu de terrain, essayer de jouer, faire ce qu'il savait faire de mieux, même si on sentait qu'il avait plus la même vivacité, la même explosivité, et tu le fais sortir à la 60e. Et pour le dernier match, on nous sort dans les médias, il y aura des changements tactiques, il y aura une révolution. Et le changement tactique que tu fais, c'est sortir Hazard pour mettre Dries Mertens. Tu montres à Hazard que le problème dans nos performances, c'est toi, parce que tu n'étais pas fit. Donc, c'est peut-être Martinez aussi qui a mis Hazard à la retraite. Et ça, ouais, je lui pardonnerai jamais. Je lui pardonnerai Quand même jamais. les jaquets. Jamais. Bon, bah sur ça clôture cette émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on a assez parlé, on a assez discuté. Je pense qu'on est tous les 5 un peu fatigués aussi. Commence à se faire tard pour ceux qui nous écoutent. Ouais, t'as le décalage horaire pour toi.
Il vient de se Euh, réveiller. lui. Bah, sur ce, merci beaucoup les gars d'être venus. Ça fait un plaisir de parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram, à nous écouter, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcasts, ainsi que sur YouTube. On a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder les images, ainsi que sur Deezer, tout à fait. Sur ce, les gars, c'était 90 Passion. Si vous voulez participer. Oui, Yes, aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'était 90 Passion, un podcast indépendant créé par des Belges, plus précisément des Bruxellois, mais pour tout le monde. Et sur ce, gardez la santé. À la prochaine. Ciao, ciao. 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 He shoots it downtown for three. 90